et à tous et merci de nous avoir rejoints pour notre troisième talk. Après Cédric Villani qui a fait notre conférence inaugurale et dont la thématique était Qu'est-l'IA pour le monde de demain, Actionnable qui nous a montré comment est-ce qu'on pouvait développer un machine learning responsable. Et bien pour notre troisième talk, nous sommes aujourd'hui avec Luc Julia. Donc c'est un immense honneur, un immense plaisir que de pouvoir faire ce troisième webinaire avec Luc Julia. Alors, Luc Julia, vous avez co-créé Ciré. Vous êtes aujourd'hui le VP Innovation et CTO de Samsung. Et depuis 2018, vous dirigez le laboratoire d'innovation et d'intelligence artificielle de Samsung à Paris. Et vous êtes également le co-auteur de L'intelligence artificielle n'existe pas. Et ça, on y reviendra un peu plus tard dans l'interview. Et enfin, vous êtes l'un des mentors de AI for Tomorrow. C'est-à-dire qu'une équipe va avoir la chance d'être coachée et accompagnée par AI for Tomorrow pendant toute sa période de développement. Alors, AI for Tomorrow, très, très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est donc un Innovation Challenge de 4 mois pour réinventer le monde de demain grâce à l'intelligence artificielle. On a 3 thématiques qui sont la santé, la société et l'environnement. Et dans chacune de ces thématiques, il y a des défis qui sont un peu les grands défis de l'humanité. Donc la lutte contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité, lutter contre les inégalités, étendre l'éducation au plus grand nombre. Et à partir de là, on demande à vous, étudiants et jeunes diplômés, d'utiliser l'intelligence artificielle pour relever l'un de ces grands défis de l'humanité. Évidemment, on vous accompagne de A à Z, de l'idéation qui commence maintenant, là où on fait notre mois d'idéation, jusqu'au développement où vous serez accompagné par des coachs, des mentors comme Luc Julia, et enfin jusqu'au pitch final où vous pourrez présenter votre projet devant un jury d'exception en mi-novembre. Donc voilà un peu ce que c'est que AI for Tomorrow. Si le projet vous intéresse, que vous avez envie de vous y investir en tant que participant, coach ou mentor, eh bien contactez-nous à aifortomorrow@gmail.com. Voilà pour AI for Tomorrow. Et sans plus tarder, on passe maintenant à ce webinaire avec Luc Julia. Camille va nous faire les premières questions pour Luc Julia. Bonjour Monsieur Julia et merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans votre livre L'intelligence artificielle n'existe pas, vous attachez à démontrer ce que l'IA n'est pas, à savoir qu'elle ne possède pas vraiment d'intelligence au sens humain, et remettez ainsi en cause la notion même d'intelligence artificielle. Vous lui préférez le thème d'intelligence augmentée. Quelles sont les raisons majeures qui vous poussent à adopter cette dénomination? Alors, en fait, je parle d'intelligence augmentée juste pour garder les initiales IA, hein, parce que ça n'a strictement rien à voir avec cette technique, ce domaine qu'on appelle depuis une soixantaine d'années maintenant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, effectivement, c'est pas le truc magique, c'est pas le truc de Hollywood dont on nous rebat les oreilles depuis, on va dire, 5-6 ans maintenant. C'est un domaine, c'est une discipline informatique, mathématique très, très, très intéressante où il y a plein de potentiel. D'accord? Donc, ça peut faire plein de choses, mais c'est pas magique. C'est pas la peine d'en avoir peur. Il faut comprendre quels sont les potentiels dérives, mais c'est pas la peine d'en avoir peur. Donc, c'est pas Hollywood, globalement. D'accord? Donc, c'est pas Robocop, c'est pas tout ça. Et donc, si je parle d'intelligence augmentée, je parle de notre intelligence qui est augmentée par cet outil. Parce que l'IA, cette intelligence artificielle dont on nous parle, c'est pas autre chose qu'un outil. C'est un outil dont on tient le manche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tous les outils, c'est quelque chose qui va servir à quelque chose, évidemment, parce que sinon, c'est pas un outil si ça sert à rien. Et c'est quelque chose qu'on contrôle complètement. C'est-à-dire que c'est comme un marteau. J'ai le contrôle et ça va être super bien d'avoir le marteau pour planter le clou. D'accord? Si j'ai pas de marteau, c'est un peu plus compliqué de planter le clou. Maintenant, le marteau, je peux l'utiliser pour autre chose que pour planter le clou. D'accord? Et donc, c'est là où si j'utilise pour taper dessus, c'est pas bien. D'accord? Donc, bon, on va en parler certainement, mais c'est là où il y aura des histoires de régulation. Il faut comprendre comment on peut faire du mal avec le marteau et comment l'utiliser correctement. Donc, bottom line, ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle est un outil extraordinaire. C'est pas un outil magique, mais c'est qu'un outil qui nous augmente, nous, qui nous permet de faire les choses mieux et donc d'augmenter notre intelligence, parce qu'en général, ce sont des outils qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin avec notre cerveau. Merci beaucoup. Donc selon vous, l'IA sera un outil et suscitera de nombreux mythes.
Mais on voit que c'est aussi souvent utilisé un peu comme un buzzword. Donc, à l'instar du turc mécanique qui n'était en fait qu'une illusion, apparemment près de 40% des startups d'intelligence artificielle en Europe utiliseraient en réalité des technologies qui n'ont rien à voir. Selon vous, à quelle exigence devrait donc répondre une solution pour pouvoir être qualifiée d'outil d'intelligence artificielle? Bon, en fait, c'est pas si compliqué que ça. En fait, bon, quand on réfléchit bien, tout ce qu'on fait aujourd'hui avec du calcul d'ordinateur pourrait être, avoir le label intelligence artificielle. Parce qu'à la fin, c'est quelque chose qui va faire les calculs beaucoup plus rapidement que nous. Et donc, du coup, quelque part, c'est plus intelligent, puisque ça fait des calculs plus rapides. Maintenant, c'est vrai qu'on met à toutes les sauces. Je suis un peu surpris par le nombre de 40%. J'aurais dit que 250% des startups aujourd'hui essayent de dire qu'ils font de l'IA parce qu'ils essayent d'attirer les investisseurs et de leur faire croire qu'ils en font. Mais encore une fois, bon, je ne vais pas forcément les blâmer pour le faire. Maintenant, si on réfléchissait à savoir ce que c'est vraiment que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est qui amène vraiment par rapport à des simples statistiques, ben on va peut-être tracer la ligne de ce qu'on fait vraiment bien depuis, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, 5-6 ans. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait bien depuis 5-6 ans? On fait bien de l'intelligence artificielle basée sur l'analyse de données. On va dire que dans la grande histoire de l'intelligence artificielle, il y a 60 ans, on a commencé avec ça. D'accord. On a commencé par faire croire qu'on pouvait modéliser un neurone, d'accord, donc et de modéliser un neurone, un cerveau et une intelligence. Mais rapidement, on est allé vers l'intelligence artificielle qui était basée sur des bases de règles, sur des règles, donc sur de la logique. Donc ça a été le truc qui était, ben, quand on va parler informatique, on va dire si tu as ça, alors bon. Donc tout ce qui était de la logique pure. Et puis là, récemment, parce que les ordinateurs sont devenus plus costauds et parce qu'on a eu plus accès à des données, on est arrivé à nouveau à faire des choses qui étaient basées sur des données et donc qui étaient ce qu'on appelle les réseaux de neurones, ce qu'on appelle maintenant le machine learning, le deep learning. Donc, peut-être que si on avait à définir aujourd'hui l'intelligence artificielle, on va dire, ben, c'est pas la vieille intelligence artificielle qui est basée sur les règles, donc sur la logique, mais c'est plus des choses qui est basées sur ces statistiques et sur ce machine learning et deep learning. Mais encore une fois, pour moi, même un truc qui fait une addition, c'est l'intelligence artificielle. L'un des enjeux de notre mode d'acculturation, c'est de présenter différentes branches de l'IA et de pouvoir vraiment acculturer à l'IA. Et l'une des branches de l'intelligence artificielle, c'est le NLP, qui est majoritairement utilisé pour les agents conversationnels et notamment pour Siri. Est-ce que vous pourriez présenter comme ça à nos futurs participants le NLP et expliquer, entre guillemets, simplement comment fonctionne cette branche de l'IA? Alors le NLP, c'est vachement intéressant parce que c'est un peu le Graal de l'intelligence artificielle. On essaie de faire parler les machines. Descartes disait que le langage est le propre de l'homme. D'accord. Donc, quelque part, si on arrive à faire parler les machines, ça veut dire qu'on arrive à cette intelligence artificielle dont on parle, où on va avoir des machines intelligentes, puisqu'elles vont parler, elles vont être très proches de l'homme. D'accord. Donc, je parlais de la quintessence de l'intelligence artificielle, ça a commencé donc dans les années 50, et dès le début, vraiment première chose qu'on a voulu faire à ces machines, c'était justement leur faire reconnaître le langage naturel, leur faire comprendre le langage naturel. Et évidemment, inutile de cacher ce qui s'est passé, hein, ça a été un échec flagrant. Et donc, il y a eu ce qui s'appelle l'hiver de l'intelligence artificielle qui est arrivé, le premier hiver de l'intelligence artificielle qui est arrivé dans les années 60, parce qu'on avait échoué, parce qu'on avait menti dans les capacités possibles de la machine. Donc, ce qu'on espère faire quand on fait du NLP, quand on fait de la reconnaissance vocale et de la reconnaissance de sens, parce que c'est ça le NLP. Le NLP, c'est vraiment reconnaître le sens des mots. C'est pas tellement reconnaître les mots eux-mêmes. C'est pas facile déjà de reconnaître les mots, mais une fois qu'on a reconnu les mots, il faut reconnaître le sens. Et donc le NLP, c'est ça. Donc c'est le Natural Language Processing. Donc on prend les mots et on les met ensemble pour essayer de faire en sorte de comprendre le sens. Alors là, il y a plein de techniques. Hein, ça peut être basé sur des règles, parce que nos grammaires, la façon dont on va parler, dont on va écrire, c'est basé sur des règles. Mais malheureusement, et c'est ça qui fait la beauté d'un humain, c'est que il y a des exceptions à la règle.
d'accord, dans tous les langages. Et donc, il n'y a pas un langage qui va suivre exactement des règles, sauf peut-être l'espéranto, qui suit des règles très, très strictes. Mais bon, il y a à peu près personne qui nous parle parce que ça suit des règles, mais en même temps, on ne peut pas parler avec, quoi. Donc, ça ne sert à rien. Bref, donc, le langage naturel, le langage natural processing, ça va nous permettre donc d'essayer de comprendre dans un flot de mots quel est le sens. Mais pour ça, il faut comprendre le contexte. Et donc, du coup, ça amène que pour faire du bon langage processing, language processing, il va falloir amener plein d'autres choses que juste les mots. Et c'est ça, justement, qui est très, très, très compliqué. C'est ce que moi j'appelle, et ce que j'appelle de mes voeux depuis longtemps, ce que j'appelle la multimodalité, c'est le fait de pouvoir prendre en compte beaucoup, beaucoup plus de choses que juste les mots pour pouvoir faire sens avec ces mots, justement, et pour comprendre la conversation. Donc, les techniques de natural language, comme je viens de le dire, elles ont évolué beaucoup depuis les années 50, donc jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, elles sont basées sur des techniques purement statistiques, dans le sens où, parce qu'il y a des Google, parce qu'il y a des Amazon, on peut considérer que dans l'humanité, n'importe quelle phrase aujourd'hui a été capturée par ces moteurs de recherche ou par ces sur Internet, on va dire. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est capable, globalement, en comparant, alors je schématise à un très très haut niveau, mais en comparant une phrase qui est en train d'être dite avec ce qui a été dit dans l'humanité et capturé aujourd'hui dans des bases de données, eh ben, on peut faire un matching et donc savoir à peu près de quoi on parle. Alors ça, ce serait l'idéal, ce serait de dire, ce serait comme ça qu'on ferait les choses. Donc, comme ça a déjà été dit, ça a été reconnu, et puis donc on sait ce que c'est. Le problème, c'est que nous, humains, justement, on est extraordinaires dans le sens que même si on n'a jamais entendu quelque chose avant, eh ben, on est capable de faire sens avec. Alors que malheureusement, ces robots qu'on crée, parce qu'ils n'ont jamais été exposés potentiellement à quelque chose qui va être nouveau pour eux, eh ben, eux, ils vont échouer au moment où on va leur proposer cette nouvelle itération, cette nouvelle utérance de la parole. Donc le langage naturel, c'est un truc super compliqué, mais il y a beaucoup, beaucoup de techniques depuis, on va dire, 5-10 ans qui se sont développées. Donc c'est pour ça que Siri était un précurseur en quelque sorte, mais seulement un précurseur un peu fun. Hein, c'était il y a 10 ans maintenant, c'était il y a quand même longtemps. C'était en fait il y a 23 ans qu'on avait créé, d'accord. Donc c'était il y a très longtemps. Donc c'était rigolo, Siri. Après ça, il y a eu quelque chose de fabuleux qui est arrivé, c'est que il y a des gens qui ont commencé à se dire, faire des assistants, on peut vraiment faire des trucs rigolos maintenant. Donc il y a eu Amazon Echo Alexa, d'accord. Et puis il y a eu Google Now, Google Home qui ont réussi à faire quelque chose, qui ont surpassé certainement en capacité et en qualité le Siri d'aujourd'hui. Mais ceux-là, ils sont basés uniquement sur des immenses bases de données qui réunissent donc la plupart des textes, des mots, des phrases qui ont été dites dans le passé et donc qui peuvent être reconnus grâce à ça. Aujourd'hui, Natural Language, pour faire simple, c'est des statistiques pures. Il y a un autre sujet sur lequel vous travaillez énormément, c'est celui de l'IoT. Sauf que vous, IoT, vous préférez à Internet of Things le terme d'Intelligence of Things. Et en fait, vous expliquez que la nuance, c'est que l'Internet of Things, il fonctionne en silo, c'est-à-dire que j'ai mon objet qui est connecté à Internet, c'est très bien, mais il est connecté à Internet, alors que l'Intelligence of Things, les objets, les systèmes d'information communiquent entre eux. Et ce que vous expliquez aussi, c'est que le présupposé technologique de l'Intelligence of Things, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire que tous mes systèmes d'information parlent le même langage pour qu'ils puissent communiquer. Quels sont, parce qu'on n'y est pas encore aujourd'hui à cette interopérabilité pour des raisons économiques et bien d'autres, mais quels sont les obstacles de cette interopérabilité et comment est-ce qu'on peut la surmonter? Alors, comme ma démarche intellectuelle depuis des années a été très simple. Donc, effectivement, j'ai connecté les objets très tôt, parce que je pensais que c'était important de connecter les objets à Internet, parce que ça permettait donc de pouvoir accéder à ces objets depuis n'importe où et donc de potentiellement leur donner l'accès à d'autres choses à travers Internet. Donc, ça, c'était important. Après, donc, j'ai fait la démarche de dire, l'interopérabilité, c'est le truc. Donc, j'ai appelé IoT, Interoperability of Things. Ça tombe bien, parce que moi, j'aime bien les acronymes, donc j'aime bien que ça match. Donc, Interoperability of Things, c'était super, parce que maintenant, tous ces objets sont connectés à Internet, et donc, ils peuvent commencer à se parler. Donc, c'est l'interopérabilité, commencer à se parler. La réalité, comme vous venez de dire, c'est que ce que j'appelle downstairs, donc ici, dans le monde réel, les objets ne peuvent pas se parler.
contrairement, et pour des raisons, comme vous venez de dire aussi, économiques et d'autres raisons, il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard pour qui communique, il n'y a pas de langage, justement. Et d'ailleurs, c'est pareil chez les humains, il n'y a pas de langage universel. D'accord, l'espéranto, comme je disais tout à l'heure, est une vaste fumisterie. D'accord, ça n'existe pas. Et donc, il y a des problèmes de langage entre nous, même dans un même langage. Des fois, on a du mal à se comprendre dans une même langue. On a du mal à se comprendre, d'accord, entre nous. Mais donc, évidemment, dès qu'on rajoute les centaines de langages qui existent sur la Terre, il n'y a pas de langage universel. Donc, il n'y a certainement pas de langage universel, donc de standard pour les objets. D'accord, ma caméra ne va pas pouvoir parler à mon aspirateur. D'accord, donc ça, c'est compliqué. Par contre, ce que je m'étais dit dès les années 90, c'est que si on connectait ça sur Internet, finalement, ça simplifiait le langage. C'était une espèce d'espéranto, justement, qui allait faire une simplification. D'accord, et donc, en parlant juste en ce langage qui est un langage, après tout, mathématique, qui est complètement made up, d'accord, donc qui est complètement ce langage type espéranto, encore une fois, peut-être que par des choses simples, on allait pouvoir, avec cette interopérabilité, faire accéder cette caméra avec l'aspirateur. Alors, pour les raisons, je ne sais pas pourquoi on connecterait un aspirateur à une caméra, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais maintenant, Internet maintenant est partout, d'accord, il est vraiment ubiquitous, donc tous les objets peuvent vraiment se connecter à ça. Et donc, on voit que juste par l'interopérabilité, en fait, même si elle est très, très simple, eh ben, les objets deviennent intelligents. Pourquoi ils deviennent intelligents? Encore une fois, il faut que je mette plein de guillemets, d'accord, intelligents. Ils deviennent intelligents dans le sens où ils vont me rendre un service. Ils vont pouvoir me rendre un service justement parce que je suis au milieu, c'est moi la colle. Donc, il manquait quelque chose à cette interopérabilité, il manquait une colle. Et la colle, c'est moi. C'est-à-dire que c'est ma caméra, c'est mon aspirateur, et je vais pouvoir en faire ce que j'en veux. Et donc, on va s'apercevoir que l'interopérabilité, parce qu'elle va pouvoir définir des relations qui vont être en général soit des relations logiques, soit des relations statistiques, ben on va pouvoir voir que ça va faire des choses utiles pour moi. Et donc, si c'est utile pour moi, ça devient intelligent pour moi. D'accord? Donc, l'interopérabilité, l'intelligence of things, c'est très, très important. Les langages sont très, très simples, mais le vrai langage, c'est celui que moi, j'utilise pour verbaliser les relations entre ces objets, pour les expliquer, pour savoir ce que je veux que ça soit. Et c'est ma verbalisation interne qui va permettre de faire en sorte que ces objets vont communiquer de la façon dont je veux. Et ça va être compliqué, par contre, pour retranscrire ça à d'autres personnes. Donc, pour faire en sorte que aujourd'hui, dans ma maison, j'ai 212 objets connectés. Ces 212 objets connectés qui marchent pour moi et qui marchent pour ma famille, ça ne veut pas dire qu'ils vont marcher pour vous. D'accord? Donc, c'est là qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir faire en sorte de créer quelque chose qui va être évident à utiliser pour tout le monde. Merci beaucoup. On rappelle juste aux participants qui peuvent poser des questions dans le chat YouTube qui seront posées ensuite à Monsieur Julien. Donc, on va cette fois-ci parler un petit peu de l'intelligence artificielle, plus spécifiquement en France. Donc, après avoir dirigé un centre de recherche à San Francisco, vous avez créé un nouveau laboratoire d'intelligence artificielle à Paris. Pourquoi avoir choisi la France? Alors bon, il y a une raison simple, c'est que je suis français, d'accord, même si je suis depuis 27 ans, je suis parti aux États-Unis. Je suis quand même français franchouillard de base. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le fait que je reconnaisse que ma patrie est ma patrie, mais il y a aussi le fait que je reconnaisse que ma patrie est extraordinaire. Alors, malgré tout ce qu'on peut nous raconter, tout ce qu'on nous dit tout le temps, et parce qu'on aime bien faire du French bashing, parce qu'on aime bien, nous-mêmes, se flageller, parce qu'on est comme ça, et donc on se critique tout le temps et tout ça, mais malgré tout, on est les meilleurs. Alors, il faut se mettre ça quand même dans le crâne. Il faut se mettre dans le crâne qu'on est les meilleurs. Alors, ça surprend comme ça, mais en fait, moi, ça ne m'étonne pas. Hein, on est les meilleurs, c'est comme ça. Et surtout, ce n'est pas nouveau. Parce que réfléchissons un peu, réfléchissons au siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'était il y a 300 ans, d'accord? On était déjà les meilleurs. D'accord, tous les philosophes, les mathématiciens, tous ces gens-là, ils venaient, s'ils n'étaient pas français, ils venaient vers la France parce qu'on était le siècle des Lumières. C'était nous, d'accord? Et c'est toujours nous. Alors, en mathématiques, on est extraordinaire. Et il se trouve que l'intelligence artificielle, comme j'ai dit tout à l'heure, ce ne sont que des mathématiques. Que ce soit de la logique ou des statistiques, ce ne sont que des mathématiques. Et comme on est très, très fort en mathématiques, d'accord, et pas que ça, mais on est très, très fort en mathématiques, eh ben, il se trouve qu'on est très, très fort en France et qu'on a d'excellentes idées. Le problème, c'est que
on avait peut-être un peu perdu la notion d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on s'était dit que finalement, on pouvait être plus confortable dans les grands groupes et tout ça, et que peut-être que faire des trucs nous-mêmes à la main qui sortent de petites structures, c'était compliqué. On s'était certainement dit ça. Mais il se trouve que depuis 2013, on va dire, je place ça en 2013 avec Fleur Pellerin, qui a créé la French Tech, globalement, avec cette impulsion de dire qu'il y avait une possibilité de faire des petites structures où il allait sortir des trucs extraordinaires, des trucs fantastiques. Et on a redonné le goût à l'entrepreneuriat. Et donc, on a redonné le goût à faire des petites choses qui deviennent grosses, potentiellement, du point de vue purement scientifique, en France. Et donc, si j'ai créé ce labo à Paris, si j'ai ouvert ce labo à Paris, c'est pour collectionner ces talents, parce qu'on a des talents fabuleux, et je veux les utiliser. Donc, c'est un peu aussi complètement égoïste. Justement, vous parlez de ces fameux talents français qui seraient bons en IA et qui permettraient d'attirer des entreprises ou des laboratoires de recherche. Mais selon une enquête de BCG et de Cadre Emploi, 75% des salariés français du numérique désiraient s'expatrier. Une véritable concurrence se serait instaurée entre les entreprises, mais aussi les pays pour attirer ces experts du digital. Dès lors, que faire pour lutter contre cette fuite des talents? Alors là, je suis un peu étonné aussi par ce chiffre, parce que ce chiffre-là, vous me l'auriez dit il y a 30 ans, je vous aurais dit, ouais, certainement, c'est vrai, parce qu'on a l'impression qu'on est dans un carcan et on n'arrive pas à exploser, à faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, justement, à cause de cette French Tech, à cause du fait qu'il y a la possibilité de créer ces startups et de faire assez facilement, grâce à la BPI et autres systèmes, des choses par nous-mêmes, j'ai l'impression que on ne sent plus forcément cette pression de rentrer dans ces grands groupes et d'être finalement écrasé par les projets qui ne sont pas les nôtres. D'accord ? Donc, je suis étonné, je ne les conteste pas parce que je ne les connais pas, donc, mais je suis un peu étonné, et j'ai l'impression que depuis une petite dizaine d'années, enfin, comme j'ai dit, 2013, on a maintenant la possibilité de vraiment exploser en France et de faire quelque chose. Alors, je vais mettre un tout petit bémol. C'est-à-dire qu'on peut définitivement exploser d'une manière, encore une fois, scientifique, parce que je pense qu'on a les talents donc intellectuels, et on a maintenant la possibilité de créer ces choses qui sont des startups. Maintenant, faire des scale-up, c'est-à-dire faire des trucs qui vont être gros et faire un Google, enfin un Facebook, ou faire des choses comme ça, en France, ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce n'est pas la faute des talents, là ça va être beaucoup plus la faute de l'environnement, et donc c'est beaucoup plus compliqué en France de créer un Google ou un Facebook, juste parce que l'environnement commercial, on va dire, économique, n'est pas forcément le bon point de vue purement marché. Quand on regarde des pays comme les États-Unis ou comme la Chine, par eux-mêmes, ils sont un marché. Les États-Unis, plus de 300 millions de personnes qui parlent la même langue et qui ont la même régulation, globalement. La Chine, bon, on n'en parle pas avec 1,3 milliard ou quelque chose comme ça. L'Europe n'existe pas. La vérité, c'est que malgré tout ce qu'on a pu nous raconter depuis des années, et ce qu'on avait espéré dans les années 50 aussi quand on a créé l'Europe, cette Europe n'existe pas. D'accord ? Il n'y a pas d'Europe de marché, donc les 400 millions d'Européens sont complètement en silo, et un peu comme on disait tout à l'heure pour l'interopérabilité, il y a très peu d'interopérabilité entre les marchés européens. Pourquoi ? Parce qu'il y a les langues, ça c'est embêtant, il y a des langues différentes, mais aussi parce qu'il y a des régulations différentes. Alors malheureusement, Bruxelles s'est occupé de réguler les tailles de tomates pour l'ensemble de l'Europe, mais il n'y a pas de régulation totale. Un contre-exemple de ça serait peut-être RGPD. RGPD, c'est un exemple intéressant où il y a eu une régulation effectivement qui a été faite au niveau européen et qui est intéressante parce que maintenant elle est copiée par les autres pays du monde. Donc, il y a des possibilités, mais c'est très, très frileux. Et donc, du coup, comme il n'y a pas de marché, il n'y a pas de débouché de l'idée. Et donc, l'idée va être certainement aspirée par un grand groupe quelque part. D'accord ? Donc, ça, c'est un problème. Maintenant, est-ce que les gens vont être aspirés eux-mêmes par les grands groupes ? Certainement aussi, c'est possible. Mais on voit plutôt aujourd'hui les gens qui viennent à Paris. Donc, quand moi, j'ai ouvert mon centre en juin 2018, j'étais en concurrence avec Google qui est venu ouvrir un centre, avec Facebook qui est venu ouvrir un centre. Donc, il y a plein de boîtes qui sont venues en France pour ouvrir des centres parce qu'ils savent très bien aussi que les gens ne veulent pas forcément s'expatrier. Donc, en fait, c'est pour ça que je suis un peu étonné par le chiffre que vous donnez, parce que l'expatriation n'est pas facile forcément. Dire qu'on va abandonner le foie gras
juste pour aller faire ce qu'on veut, c'est pas forcément facile. Merci beaucoup. En effet, il y a sûrement un changement de mentalité qui s'est opéré, notamment avec le mouvement de la French Tech et de Fleur Pellerin. Vous disiez à l'instant, que l'un des freins pour, une, entreprise, une start-up française devenir une scale-up était une question, notamment de marché, de taille du marché. Vous compariez par exemple à la taille du marché des États-Unis, de la Chine. Et également une question de régulation plus souple avec par exemple l'absence de RGPD, dans ces pays. Un autre frein qu'on pourrait avoir serait peut-être, les investissements. En 2017, en effet, le Conseil des affaires de l'État de Chine dévoilait une stratégie IA dotée d'un budget faramineux, 20 millions de dollars par an, puis 60 milliards à l'horizon 2025. En 2018, les GAFAM auraient quant à eux dépensé entre 40 et 60 milliards en R&D uniquement dans l'IA. La France aussi commence à investir, mais dans de moindres mesures. On parle de 1,5 milliard alloués pendant le quinquennat de Macron. Dès lors, comment faire pour rivaliser face à ces investissements massifs aussi? Alors, pour moi, c'est simple, parce que bon, c'est vrai, il y a les sous, ça c'est important d'avoir des sous pour faire quelque chose, mais il y a l'intelligence. Alors là, je ne parle pas d'intelligence artificielle, je parle de l'intelligence tout court. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on soit des génies, hein, donc je l'ai dit clairement, je vais le répéter encore une fois, on est des génies mathématiques, et ce génie mathématique a une valeur extraordinaire, qui a beaucoup plus de valeur que l'argent lui-même. D'accord ? Donc le fait qu'on puisse créer ces pousses qui vont fabriquer quelque chose qui n'a jamais été fait avant, hein, c'est la quintessence même de l'innovation, ça a une valeur extraordinaire. Alors évidemment, il faut l'arroser un peu, et il faut l'arroser un peu avec du pognon, hein, donc ça c'est clair, à un moment donné, il en faut, et donc c'est là où on voit les gens arriver pour nous piquer les idées ou pour les acheter, pour être plus correct. Donc, le problème de l'argent arrive au monde du scale-up, et comme j'ai dit, le problème du scale-up, c'est un problème de marché, c'est pas tellement un problème d'argent, parce que l'argent, s'il y avait un marché, il serait là. D'accord ? Le problème, c'est que comme il n'y a pas de marché, c'est une sorte de boule de neige, comme il n'y a pas de marché, c'est plus compliqué d'avoir de l'argent. Donc, euh, quand j'entends les chiffres de la Chine, des GAFA, etc., super. Je veux dire, mais c'est pas grave. Dans le sens où, bon, les GAFA, oui, effectivement, ils ont des sous, donc ça serait bien que nous, on en ait un peu aussi. Je pense que la BPI, que Macron, que tout ce qui est fait en ce moment au niveau français, mais l'histoire au niveau européen, si on n'arrive à pas gâcher, ça sera aussi relativement intéressant, parce qu'on parle de plusieurs dizaines de milliards quand même. Donc, il y a des possibilités. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut effectivement enlever la couche alors, je ne dirais pas tellement de régulation, parce que quand on parlait de GDPR tout à l'heure, de RGPD, je ne sais même plus comment dire. Donc, quand on parlait de RGPD, moi, je ne suis pas contre RGPD, hein, je ne suis pas contre la régulation. Au contraire, la régulation, pour moi, a la vertu éducative. Donc, c'est très, très bien de s'éduquer à travers la régulation, si la régulation est bonne. Évidemment. Et on se aperçoit, par exemple, que la Californie a adopté au 1er janvier 2020 une loi qui est exactement pareille que la RGPD pour la Californie. Donc, bref, la régulation n'est pas forcément un frein. La régulation, de toute façon, arrive avec 20 ans de retard par rapport à l'innovation. Donc, de toute façon, ce n'est pas un frein. Mais bref, donc je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, il n'y a pas que. Y a pas, dans une Europe, par exemple, le problème que moi j'ai aujourd'hui avec l'Europe, c'est la couche qui est la couche de gâchis, où je parlais tout à l'heure de la régulation de la taille des tomates. Je veux dire, on passe du temps à faire des choses qui ne servent strictement à rien. Et on dépense du pognon à faire des trucs qui servent à rien. Donc, je n'ai pas la solution. Hein. Je dis surtout pas que j'ai la solution et que je sais comment c'est facile de mettre 35 pays ensemble et de les faire bosser ensemble avec les barrières dont on parlait tout à l'heure. Mais je pense que c'est ça notre problème. Quand on parle de la Chine, et donc en particulier, l'exemple que vous donnez quand on parle de l'IA et c'est un investissement énorme. Alors on dit déjà, ils n'ont pas de régulation, donc c'est facile pour eux de faire la reconnaissance faciale, par exemple, et tout ça. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, ils sont très très forts en reconnaissance faciale. Ils sont très très forts. Alors je vais juste changer un tout petit peu ce propos en disant, ils sont très forts en reconnaissance faciale des Chinois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont énormément de data. Ils ont beaucoup de data de Chinois. Okay ? Les algorithmes ne viennent pas de Chine. Ce n'est pas eux qui ont inventé les algorithmes. Les algorithmes viennent de chez nous. D'accord ? Encore une fois, là, c'est des mathématiques, c'est de la création, c'est de l'innovation, c'est des trucs extraordinaires. Et ça vient souvent de chez nous. Okay ? Donc, eux, ils ont beaucoup, beaucoup de données acquises de manière
correct ou pas correct, ça c'est leur problème, d'accord? Mais si maintenant on veut faire de la reconnaissance faciale d'Européens ou d'Africains avec les systèmes chinois, ça va être compliqué. Alors, vous expliquiez tout à l'heure, et même là, vous venez de montrer que la clé de l'IA, c'est les données. Et plus on a de données pour entraîner son IA, mieux notre IA est affinée. C'est le big data, en fait. Le problème de ce big data, c'est que, on va en parler, je pense, tout à l'heure, mais il y a une empreinte numérique derrière, il y a un problème de souveraineté numérique, il y a des problèmes de hacking. Et c'est pour ça que dans une contribution que vous avez faite pour un rapport qui va bientôt sortir, vous préférez au big data le small data. Est-ce que vous pourriez en fait rappeler cette idée de small data et nous expliquer comment elle peut nous orienter vers une nouvelle forme d'intelligence artificielle, d'intelligence augmentée? Non, c'est bon, intelligence artificielle, si on utilise l'IA correctement et si on dit que c'est un outil, ça ne me dérange pas de l'appeler intelligence artificielle. Celle qui n'existe pas, c'est celle qui est dans nos inconscients. Bref, juste pour parler un tout petit peu de big data d'abord. Alors effectivement, c'est les data, comme on dit, qui sont importantes. Hein. Donc il y a des problèmes dans les data, potentiellement elles peuvent être biaisées, etc. Bon, ça c'est tout un autre débat. Mais ce qui est surtout très 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 important, c'est ce que je disais juste avant, c'est l'algorithme. Si l'algorithme est mauvais, on peut avoir toutes les data qu'on veut, on s'en fout. Mais bon, le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive à avoir des bons algorithmes et on arrive à faire des choses intéressantes. Quand les datas sont pas biaisées, on a des super trucs et il faut effectivement beaucoup, beaucoup de data. Le deep learning, ça consomme énormément de data. Et donc, le corollaire de ça, c'est que ça consomme énormément d'énergie, beaucoup trop d'énergie, d'une manière complètement inadmissible, en fait. D'accord ? Donc, aujourd'hui, la façon dont on fait de l'IA, c'est la force brute, en quelque sorte. Et la force brute, elle utilise énormément d'énergie et donc beaucoup trop d'énergie pour le retour qu'on en a. Donc moi, je trouve que c'est stupide, mais je n'ai pas la solution. Quand je dis il faudrait faire du small data, c'est un vœu pieux. C'est-à-dire qu'il faudrait faire du small data, je ne sais pas comment on fait. Enfin, j'ai quelques petites idées, mais j'espère qu'on peut faire en sorte de distribuer ces data, donc de faire de la décentralisation. Le problème aujourd'hui de la centralisation, c'est que quand on a un data center qui utilise 60% de son énergie juste pour être refroidi, et même pas pour calculer, je veux dire, c'est complètement con. Là, il faut quand même être clair. C'est complètement stupide. D'accord ? Donc, ce que je dis quand je dis small data, je dis explosons ces data centers, faisons en sorte de décentraliser les données, et juste cette décentralisation peut faire en sorte que déjà, bon, oui, évidemment, aux satellites, les data, il y en aura moins. Donc, par définition, ça ne sera pas la peine d'utiliser cette énergie qu'on utilise aujourd'hui juste pour refroidir ces data centers. Donc déjà, potentiellement ici, on sauve 60% ou 50% d'énergie, d'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, réfléchissons à ça. Une fois qu'on a explosé le truc, si on a réussi à décentraliser, donc effectivement, on a des petits clusters de small data. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça qui va être good enough, assez bon, pour faire des choses qui sont similaires à ce qu'on aurait pu faire avec le big data, mais avec beaucoup moins de données, en beaucoup plus proche de moi, d'accord ? Donc c'est ce qu'on va appeler maintenant du computing on the edge, d'accord ? Donc au lieu, encore une fois, de centraliser, maintenant je vais exploser, je vais faire à l'endroit où se trouvent les données, je vais aller les traiter tout de suite, d'accord ? Donc on the edge, et donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici. Alors, j'ai pas aujourd'hui d'exemple de système qui marche aussi bien que les systèmes centralisés, parce que c'est comme je disais, c'est la facilité, cette force brute, d'accord ? Mais j'ai quelques petits exemples qui montrent que ça marchouille et que effectivement il y a des choses intéressantes à faire en faisant cette explosion, et peut-être en faisant un système qui est plus hybride, où on va faire des modèles un peu génériques en centralisé, qu'on va redistribuer on the edge, et on the edge, on va utiliser juste les data locales pour pouvoir améliorer ou faire l'inférence sur ces systèmes. Vous disiez que vous aviez en tête quelques petits exemples. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-uns justement pour qu'on puisse vraiment voir ce que vous voulez dire par là? Ben non. Je vais garder ça pour les gens que je vais mentoriser. Je ne sais pas comment on dit. Alors, juste vraiment pour être sûr, parce que c'est une notion qui est très importante, cette notion de on the edge. Est-ce que par là, vous sous-entendez qu'il y a des nouvelles méthodes d'apprentissage? Voilà, on voit qu'il y a par exemple le Federated Learning, un papier qui avait été. Est-ce que c'est à ça que vous pensez directement, ou vous pensez à d'autres choses? Federated Learning, c'est très intéressant, effectivement, c'est que on garde les données en périphérie et on envoie les algorithmes. Le problème, c'est qu'après, il faut
fédérés. Hein, donc, il faut faire en sorte de remettre en place toutes les pièces du puzzle pour créer un modèle. Mais ça, c'est un truc très, très intéressant, effectivement. C'est-à-dire que le compute et la mémoire et tout ça se fait on the edge. Et puis, c'est ce modèle hybride dont je parlais, donc qui est la fédération et qui est la mise en place de toutes les pièces du puzzle, se fait potentiellement, effectivement, en centralisé. Et ça peut économiser énormément d'énergie. Le problème, je veux dire, il faut être clair, le problème, c'est l'énergie. On va dans le mur aujourd'hui. Si on utilisait les systèmes qu'on a utilisés pour jouer au Go, par exemple, et pour faire en sorte que la machine batte le champion du monde de Go, si on a 1 million de machines comme ça, on n'a pas assez d'énergie sur Terre. C'est complètement con. D'accord ? Donc, il faut juste réaliser que les systèmes qu'on est en train de fabriquer, quand on les fabrique, il faut essayer d'être sensible au fait que ça bouffe énormément d'énergie. Donc, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, le régulateur va être obligé de jump in et de dire, les gars, attention, si vous faites un système qui va résoudre le problème du cancer, ok, je veux bien que vous fassiez quelque chose, mais si vous faites un système qui va jouer à n'importe quel jeu débile qui est à la mode en ce moment, peut-être que ça ne sert à rien de mobiliser les ressources que vous mobilisez. Donc, à un moment donné, on va être en phase de ces choix et le régulateur va être obligé de dire on peut faire ça, on ne peut pas faire ça. Et ça serait dommage que le régulateur ait à faire ses choix parce qu'il ne comprend pas forcément quelles sont les bonnes techniques et les bonnes raisons. Donc, si avant d'avoir le régulateur qui soit obligé d'intervenir, on peut avoir d'autres méthodes qui seraient ces méthodes de small data, de federated learning, de distribution on the edge, etc. Là, ça sera intéressant. Et je pense qu'il y a des choses qui vont arriver, hein, comme on dit tout à l'heure. Ok, donc très, très, très intéressant. Camille, je te propose qu'on passe aux questions du public, puisque je vois qu'il est déjà 17h40. Exactement. Allons-y. Alors, nous avons Jérôme qui s'inquiète de la sécurité. Il revient donc sur la notion d'IoT et il se demande comment éviter les risques de cybersécurité dans un monde connecté et d'interopérabilité. Alors, je vais être très très clair, on ne peut pas. D'accord ? Donc, si quelqu'un dit un jour j'ai un système secure, c'est un menteur. Okay ? Donc, il faut être très très clair, parce que tous les systèmes, ils viennent d'où ? Ils viennent de là. Ils viennent de nous. Et nous, on n'est pas infaillible. Donc, de toute façon, la sécurité est une course. D'accord ? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de système secure, je dis simplement qu'il n'y en a pas. Mais je dis qu'à un moment T, un système sera plus secure que le gars qui a essayé de le casser. Mais au système T plus 1, autant T plus 1, il sera cassé, et à ce moment-là, on aura créé un autre système qui sera secure pour ce moment-là, etc. C'est une course. La sécurité est une course, et jamais il n'y aura de système secure. D'accord ? Donc, on va faire au mieux. Il faut comprendre. Donc, la meilleure clé de la sécurité, c'est l'éducation. C'est de comprendre. C'est de comprendre ce que font nos systèmes et surtout de comprendre que la sécurité absolue n'est absolument pas possible parce que, par définition, ce sont des systèmes qui sont créés par nous et si on les crée nous, ils ne peuvent pas être infaillibles. Quelqu'un a la clé, quelque part. On a une question aussi de Anne Beaufumé sur la régulation. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que justement, c'est quelque chose de très important pour nous, l'éthique en IA. Et c'est pour ça qu'on a une charte éthique dans AI for Tomorrow qu'on co-construit avec notre écosystème et avec vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller sur aifortomorrow.co, aller sur notre charte éthique, mettre des commentaires et expliquer voilà, qu'est-ce qui est important pour vous. Et les candidats qui ne respectent pas ces chartes éthiques recevront un avertissement, puis seront exclus. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous et vous avez cette possibilité d'agir dessus. Donc en tout cas, la question est quels sont les moyens pour réguler une IA potentiellement quels sont les moyens pour réguler une IA aux mains d'hommes potentiellement malveillants ? Alors, comme on a dit tout à l'heure, pour du marteau et du manche, d'accord, tous les outils sont potentiellement malveillants. Okay ? Ils sont malveillants pas tellement à cause d'eux-mêmes. Le marteau lui-même, il ne fait rien. D'accord ? Il est malveillant à cause du gars qui tient le marteau. Et l'IA, c'est pareil. C'est malveillant à cause du gars qui tient le manche. Okay ? Donc, c'est nous qui décidons comment on veut utiliser ces IA. Si on veut utiliser de manière malveillante, on peut. Et moi, je peux créer un système qui va être le pire du monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les éthiques personnelles. Alors, il y a des gens qui sont sympas, il y a des gens qui sont moins sympas, d'accord ? Donc, ça dépend. Donc, il y a déjà l'éthique personnelle. Après, il y a l'éthique de la compagnie.
D'accord? Bon, il y a des compagnies sympas et moins sympas, je ne vais pas vous donner de nom. Et puis après, il y a le groupe, donc le groupe, l'État, le monde. D'accord? Donc, les régulations, elles se font en général au niveau de l'État et au niveau du monde. On a vu ça, par exemple, avec les accords SALT dans les années 70-80, les accords nucléaires, ça s'est fait au niveau du monde. D'accord? Les États-Unis et l'URSS de l'époque ont dit, les gars, bon, quand même, là, on arrive à une course un peu compliquée, donc régulons au niveau du monde. Voilà. Donc, il est possible de réguler. Pour réguler, il faut comprendre. D'accord? Et donc, la clé de la régulation, la clé de l'éthique, et de l'éthique personnelle aussi, c'est de comprendre. Et donc, tant que je ne suis pas informé, je ne peux pas faire de décision sur ce qui se passe. Pour moi, si RGPD a été très important et pourquoi je suis pro-RGPD, c'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, RGPD a eu vertu éducative. Les gens qui ne se rendaient pas compte que se foutre à poil sur Internet, ça pouvait avoir des conséquences, eh ben, il y en a certains qui ont dit, tiens, purée, il y a une loi, RGPD, ça sert à quoi? Ah ben tiens, oui, il y a peut-être un problème si je me fous à poil sur Internet. Okay, donc, quelque part, la loi à vertu éducative, donc c'est aussi une sorte de poulet d'œuf, d'accord? Bref, donc, ceci dit, donc pour répondre à la question de comment on fait pour avoir une IA intègre, eh ben, on fait en éduquant le peuple, en éduquant tout le monde sur ce que c'est que ces IA, sur ce que ça fait pas surtout, et sur ce que ça peut faire, d'accord? Et donc, c'est ce que moi j'essaye de faire, d'éduquer les gens pour leur dire ce que c'est pas, surtout ce qu'on a dit tout à fait en préambule, d'accord? Et donc, du coup, on comprend ce que ça peut potentiellement avoir comme conséquence et ce que ça peut avoir comme problème. Et donc, collectivement, on demande, nous, le peuple, on demande aux législateurs qu'ils fassent les lois qui vont bien. D'accord? Donc, c'est à nous de pousser. Le législateur, comme je disais tout à l'heure, en général, a au moins une dizaine d'années de retard par rapport à l'innovation. D'accord? Parce que le législateur, il est comme tout le monde. Il faut qu'il apprenne les choses. Donc, le truc, c'est qu'il est très busy et tout ça. Donc, des fois, il faut que ça vienne de la base et que la base éduquée soit capable de dire, nous, on ne veut pas ça. Alors, il y a des systèmes plus ou moins démocratiques qui font que c'est plus ou moins compliqué. Mais bon, c'est là où je pense que nous, en France, en Europe, les vraies démocraties, on a une opportunité de faire des choses et de montrer l'exemple. Merci beaucoup. On va désormais passer à une question de Claire Plouvier sur la transparence, une question qui revient souvent, qui avait d'ailleurs déjà été posée lors de la conférence avec Cédric Villani, qui se demande et qui dit, vous dites qu'on maîtrise parfaitement l'IA, mais pourquoi le critère d'explicabilité de l'IA est si controversé alors? En effet, elle rappelle que certains disent qu'un algorithme est univoque, alors que d'autres prônent le fait que l'IA fonctionne un peu comme une boîte noire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Il n'y a pas de boîte noire en intelligence artificielle. Alors bon, ça c'est clair. Point. Il n'y a pas de boîte noire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est nous qui créons les algorithmes. Alors, maintenant, je vais un peu changer de propos en disant il n'y a pas de boîte noire, mais c'est très, 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 très compliqué. Pourquoi c'est très, 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 très compliqué? Parce que un ordinateur fait des millions de calculs à la seconde. Et donc, s'il fallait expliquer chacune de ces étapes, il va nous falloir quelques millions de secondes et ça va être compliqué. Ça va être très, très, très long. Je vais raconter une histoire pour ça, qui est une histoire familiale qui s'appelle l'histoire de Gaston Julia. Gaston Julia, en 1914, invente ou découvre les fractales. Les fractales, quand je dis le mot fractal ici, pour certains d'entre vous qui connaissez les fractales, il y a une représentation qui vient de se faire dans votre cerveau, vous savez ce que c'est qu'une fractale. Si vous ne savez pas ce que c'est une fractale, vous allez chercher sur Wikipédia, vous verrez. Mais en 1914, une fractale, c'était, quand c'est découvert par Julia, une équation compliquée, qui était absolument inexplicable aux vrais gens, aux gens qui n'avaient pas fait plein de mathématiques. Certains mathématiciens comprenaient, mais personne d'autre comprenait les fractales. 1955, 40 ans plus tard, il y a un garçon qui s'appelle Benoît Mandelbrot, qui est élève de Julia à Polytechnique. Mandelbrot écoute bien Julia, et Mandelbrot part aux États-Unis, chez IBM. Et chez IBM, on lui donne une machine, et sur la machine, il rentre l'équation, et là se dessine à l'écran une fractale. L'image que vous aviez tout à l'heure, si vous saviez ce que c'est qu'une fractale, l'image apparaît de cette fougère extraordinaire qui montre évidemment sur le dessin lui-même que chaque niveau d'itération du dessin est le dessin précédent.
D'accord? Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un calcul fractal, allez voir, vous verrez, c'est évident. Ces fougères sont magnifiques. Entre-temps, Mandelbrot a changé le nom, il a appelé ça l'équation de Mandelbrot au lieu d'appeler ça l'équation de Julia. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais ceci dit, 40 ans après, maintenant, cette notion de fractal devient complètement explicable par juste un dessin simple. Mais il a fallu 40 ans pour faire ça. Alors, je ne dis pas qu'il va falloir 40 ans pour expliquer l'intelligence artificielle et pour expliquer ces boîtes noires dont on nous parle. Mais je pense qu'on va développer de plus en plus, parce qu'on en a besoin, on va développer des outils qui vont être des outils certainement basés sur des intelligences artificielles eux-mêmes, parce qu'il va falloir qu'ils soient aussi rapides, qui vont permettre de suivre les différents chemins qui sont pris par ces IA, parce que ce sont que des chemins logiques, c'est des chemins statistiques, mais on va pouvoir les suivre et on va pouvoir les représenter, on va pouvoir comprendre et expliquer quels sont les buts et quels sont les choix qui ont été faits à n'importe quel moment. Donc, ça va arriver. C'est pas facile à faire, mais ça va arriver. Et donc, du coup, cette boîte noire, cette inexplicabilité qu'on va appeler inexplicabilité pratique, va devenir aussi explicable que l'explicabilité mathématique qu'on a aujourd'hui. Parce que mathématiquement, toutes les IA sont explicables. On a une question de Augustin de Cambourg sur le calcul quantique. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé en fait jusqu'à maintenant. Sa question étant, Monsieur Julia, est-ce que le calcul quantique peut apporter un changement de paradigme dans les technologies de demain? Et peut-être si vous pourriez aussi rappeler un peu en quoi ça consiste le calcul quantique. Alors le calcul quantique, c'est très intéressant. Maintenant, on change de paradigme, effectivement. On va rentrer dans la physique, parce que maintenant, on est dans le domaine physique, et on va effectivement pouvoir avoir des choses, des calculs qui sont très, 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 très compliqués. On va pouvoir les modéliser d'une manière physique et puis les exploiter, donc ce nouveau référentiel, en quelque sorte, pour pouvoir, comment on dit ça, projeter ces mathématiques qu'on a dans ce nouveau domaine quantique. Donc, bon, c'est compliqué, vous pouvez lire aussi plein d'articles là-dessus, mais le problème essentiel du quantique aujourd'hui, c'est que tous ces calculs et ces machines quantiques qu'on essaie de fabriquer, elles se font à moins 273 degrés. Moins 273 degrés, c'est froid, oui, d'accord, mais c'est surtout la seule façon aujourd'hui qu'on a, c'est presque le niveau zéro, ce qu'on appelle la température absolue, le zéro absolu, d'accord. Donc il faut être presque à cette température absolue. La quantité d'énergie nécessaire juste pour faire un petit calcul qui s'appelle les qubits. Donc on fait des calculs sur des qubits. Il y a quelques dizaines de qubits aujourd'hui qui sont possibles par rapport aux millions et des millions de bits qui sont en mathématiques. Là, on parle de qubits. Donc, il y a quelques dizaines de qubits. Pour avoir quelques dizaines de qubits, la quantité d'énergie nécessaire pour refroidir, pour pouvoir faire des calculs, est très, 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 très limitée aujourd'hui. D'accord ? Aujourd'hui, pour vous donner une idée, si on projetait d'une manière inverse les calculs qui sont faits par les ordinateurs quantiques qui existent aujourd'hui, si on les projetait en mathématiques classiques, ça ne serait même pas du niveau d'une addition, ce qu'on est capable de faire. D'accord ? Donc, on est au balbutiement, on est au tout début, mais un des problèmes, c'est l'instabilité du système, parce que c'est un système physique, donc il doit être à très basse température. Donc l'instabilité est un problème pour contrôler ça. Et puis aussi, contrôler les qubits, c'est vachement compliqué. D'accord ? Donc, il y a quelque chose d'intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle, comme on l'a définie aujourd'hui, ce ne sont que des mathématiques. Les mathématiques, c'est une vue de l'esprit, c'est nous qui l'avons inventé, d'accord ? Et notre cerveau, c'est pas nous qui l'avons inventé, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, notre cerveau, c'est pas des mathématiques, d'accord ? Les mathématiques sortent de notre cerveau, mais c'est pas le contraire. Et donc, du coup, notre cerveau, c'est quoi ? C'est de la biologie, c'est de la chimie, c'est de la physique. Donc, certainement, si on voulait se rapprocher un peu de ce que c'est que ce truc-là, et donc de cette intelligence qu'on ne comprend pas. On ne sait pas du tout comment ça marche, on ne comprend strictement rien à la vraie intelligence. Les gens qui s'occupent de regarder ce qui se passe dans notre cerveau, ils disent qu'ils comprennent entre 20 et 40% de notre cerveau. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien, d'accord ? Mais bon, si on voulait un jour essayer de se rapprocher de ça, peut-être qu'effectivement, une approche quantique, une approche physique, serait une approche intéressante. Parce qu'on pourrait plus modéliser quelque chose qui se passe vraiment là où une approche biologique sera certainement intéressante aussi, d'accord ? Mais ça, on ne sait absolument pas le contrôler. Comme j'ai dit tout à l'heure, contrôler le quantique, c'est très compliqué à cause de l'instabilité des systèmes. Contrôler la biologie, aujourd'hui, on ne comprend rien, d'accord ? Donc, mais c'est définitivement quelque chose qu'il faut exploiter, minus le problème d'énergie, qui pour moi est terrible. Parce que s'il nous faut dépenser ces quantités immenses d'énergie juste pour faire une addition ou moins, c'est quand même compliqué.
Alors justement, en fait c'est ce que j'allais vous dire, c'est que ça dépense une quantité. Vous nous dites que ça dépense une quantité d'énergie encore plus importante. Pourtant à côté, on voit qu'il y a Google, IBM et même j'imagine Samsung et d'autres qui se font une course à l'arme quantique. Est-ce qu'on ne va pas un peu dans enfin oui, l'arme quantique j'ai un peu exagéré, mais est-ce qu'on ne va pas un peu dans la mauvaise direction en allant vers ce qui consomme plus d'énergie alors qu'on a déjà des problèmes avec nos data centers aujourd'hui? Bah, ça, c'est encore une fois, là, maintenant, ça va être l'éthique personnelle qui va décider ça. Moi, ça ne m'intéresse pas juste à cause de ça aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on me prouve que je peux avoir une source d'énergie qui va être renouvelable et très intéressante, qui va me permettre de potentiellement faire ça. Donc, est-ce qu'il faut se préparer théoriquement pour être prêt à potentiellement utiliser cette source d'énergie qui serait inépuisable? Peut-être. Donc, je blâme pas les gens qui le font, d'accord? Parce que de toute façon, au point où ils en sont aujourd'hui, ils sont qu'au balbutiement, comme j'ai dit, d'accord? C'est très, très faible. Quand vous regardez Google, par exemple, Google a plus ou moins abandonné aussi récemment. Il y a son chief scientist qui est parti. Enfin bon, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que c'est compliqué, d'accord? Donc, théoriquement, regarder le machin, je trouve que c'est pas stupide, d'accord? Pour potentiellement essayer de trouver le problème de l'énergie, de régler le problème de l'énergie aussi. Donc, c'est pas forcément stupide. Je pense que d'ailleurs, on le voit au niveau des groupes qui sont vraiment engagés. Je veux dire, la course est quand même relativement lente, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui investissent, oui, mais c'est faible par rapport au gros de l'IA, on va dire. Du coup, nous, il y a une question qu'on aime bien poser et on aurait bien aimé avoir votre réponse. C'est si vous étiez étudiant, dans quel projet d'IA vous lanceriez-vous? Est-ce que ce serait justement dans un projet d'IA qui vise à peut-être limiter le réchauffement climatique ou alors peut-être sur un autre sujet, que ce soit la santé, l'environnement? Qu'est-ce qui vous inspirerait comme ça si vous étiez jeune? Moi, je suis jeune déjà, mais ce qui m'inspire aujourd'hui, et ce qui m'inspirera toujours, et ce qui m'inspire depuis le début, c'est faire en sorte que la science amène quelque chose aux vrais gens. C'est ça mon but. Mon but, c'est que ça amène quelque chose aux vrais gens. De quoi ont besoin les vrais gens aujourd'hui? On voit ça particulièrement aujourd'hui, d'accord? Évidemment, la santé, c'est quelque chose de très, très important. Je veux dire, la santé, c'est quelque chose qui nous permet de vivre correctement et tout ça. Donc, évidemment, les projets d'IA autour de la santé seraient très, très, très importants, sont très importants. Il faut faire quelque chose. On a loupé le Covid. Je veux dire, on nous parle de data, qu'on est capable d'analyser plein de trucs, qu'on est extraordinaire et tout ça. Je veux dire, l'IA a eu zéro pour le Covid. D'accord? Il y a eu quelques pays comme la Corée du Sud, par exemple, qui a réussi à faire quelque chose grâce au fait qu'ils avaient été atteints par le SARS en 2015 et donc ils s'étaient préparés à collectionner les bonnes datas, à collecter les bonnes datas pour pouvoir faire des choses. Donc, mais en gros, voilà, on a loupé le truc. Donc, on aurait dû le détecter bien avant. On aurait dû faire plein de choses bien avant. On n'a pas fait parce qu'on n'a pas utilisé l'IA à bon escient. Donc, la santé, pour sûr. L'autre aspect que moi je trouve très important, toujours dans la même idée que je fais des trucs pour les vrais gens, le transport. En transport, on peut certainement faire des trucs vachement intéressants en IA. Alors, je pense qu'on n'arrivera jamais à la voiture autonome, complètement autonome, mais faire les voitures autonomes de niveau 4, les voitures autonomes qui vont donner de l'autonomie à des gens qui n'en ont pas du tout, ben, ça c'est vachement bien. Donc, on va pouvoir avoir de l'IA qui intervient là-dedans. Aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est en France, mais il y a peut-être 5000 morts sur les routes en France tous les ans, d'accord? L'IA peut certainement diminuer ça de 90%, d'accord? Parce que l'IA, elle va pas fumer, elle va pas boire, elle va pas texter au volant, d'accord? Et donc du coup, elle va permettre de faire les choses. Donc, dans les domaines pratiques, la santé, le transport, et puis la vie quotidienne. On parlait de l'IoT tout à l'heure. Pour moi, l'IoT, c'est la vie quotidienne. Ces objets qui commencent à me rendre des services en permanence, comme j'ai dit tout à l'heure, chez moi, là, j'ai tous ces objets qui sont autour de moi, qui me rendent des services sans que j'y pense même tous les jours, tout le temps. Ils me simplifient la vie. Ils me rendent des services. Donc, IoT, santé, transport, c'est ce que je fais dans mes labos. Parce que je suis jeune. J'en doute pas de votre jeunesse. Et donc du coup, on va peut-être s'apprêter à conclure. Donc merci monsieur Julia de nous avoir, partagé votre vision. Nous en tout cas, on a beaucoup appris et j'espère que toutes les personnes qui nous ont suivis ou qui verront la rediffusion, se serviront de toutes ces pistes pour argumenter leurs réflexions futures. Pour rappel, AI for Tomorrow, ce n'est pas seulement des webinaires avec des personnes inspirantes comme, monsieur Julia ou des articles que vous pourrez retrouver sur notre site, mais c'est aussi un Innovation Challenge pour, les moins de, 28 ans.
Donc, n'ayez crainte, si vous ne savez pas coder, vous trouverez facilement d'autres étudiants pour monter des équipes pluridisciplinaires et vous serez accompagné tout au long par des coachs et des mentors, comme justement Monsieur Julia. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, nous resterons un petit peu sur le chat pour pouvoir répondre à celles-ci. Et enfin, du coup, Monsieur Julia, souhaitez-vous adresser un dernier message peut-être à nos spectateurs? Alors moi, mon message, il est clair, hein, c'est le corollaire de ce que je disais tout à l'heure. On est des génies, on a des idées, on peut les créer, on peut créer des choses fabuleuses. On va être frustré à un moment donné peut-être d'avoir une sorte de plafond de verre qu'on pense qu'on ne peut pas dépasser, mais ça va venir, ça va se faire. Donc il faut y aller, il faut pousser, il faut juste être wild. On invente des trucs extraordinaires. On est des inventeurs et c'est la différence qu'il y a entre l'IA et nous, c'est que nous, on innove. Merci beaucoup. Je vous quitte. Merci beaucoup, Luc Julia. C'était des mots de la fin, mais vraiment de circonstances et parfait, et qui inspireront nos futurs participants et pas que. Donc, merci beaucoup, Luc Julia. À bientôt. Au revoir. Bonne chance.